Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance à distance. Notre cours aujourd'hui, c'est la recherche quantitative. Donc, c'est notre cinquième cours. Un petit rappel. Le premier cours, nous avons fait une présentation de module. Le deuxième, on a commencé par la présentation. Après, le premier cours, c'était l'introduction à la recherche marketing. Deux, le processus de la recherche marketing. Troisième cours, la recherche documentaire. Quatrième cours, la recherche qualitative. Aujourd'hui, le cinquième cours, la recherche quantitative. Notre plan de cours aujourd'hui, on va commencer avec une petite introduction, comme d'habitude. On va faire la définition de la recherche quantitative, les caractéristiques de la recherche quantitative, les objectifs de la recherche quantitative, la classification de la recherche quantitative, à la fin, les avantages et les inconvénients. Vous voyez, c'est presque le même plan utilisé dans le cours recherche documentaire et recherche qualitative. Comme une introduction, n'oubliez pas, on est dans la troisième étape, car les trois types de recherche documentaire, qualitative, quantitative, représentent des méthodes pour la collecte de données. Donc, on n'est pas dans la première étape de recherche marketing, il y a l'identification de problèmes, et on n'est pas dans la deuxième étape, il y a le design ou bien le plan de la recherche, on est dans la troisième étape. N'oubliez pas cette information. Les trois types représentent des outils de collecte de données, qualitatives et quantitatives. Ce sont des recherches primaires où l'information, elle sera créée par l'étude elle-même. Et dans les recherches documentaires, on va faire une petite recherche dans l'environnement de l'entreprise pour les informations déjà disponibles et existantes. La définition de la recherche quantitative. Donc, les recherches quantitatives sont des recherches structurées et organisées. Pas comme les études qualitatives qui ne sont pas organisées, ne sont pas dirigées, ne sont pas structurées. Et les recherches quantitatives, vous avez les mots-clés ici comme d'habitude, sont structurées et organisées. Et on va expliquer plus dans les prochains diapos. Qui donnent un maximum d'informations sur le marché. On peut utiliser plusieurs techniques telles que le questionnaire, les panels, etc. Les recherches quantitatives répondent sur la question combien. C'est une information très importante car dans les études qualitatives répondent sur les questions comment et pourquoi. On cherche le comment et le pourquoi. On ne trouve pas des statistiques et des chiffres, mais dans les études quantitatives, on trouve des chiffres et des statistiques. Combien? Voilà, c'est pour ça, toujours dans les études quantitatives, par exemple, 30% des clients utilisent la marque X, 60% utilisent la marque Y et 10% utilisent la marque Z, par exemple. Ça, c'est le combien. Par exemple, dans les études de satisfaction, 50% des clients sont satisfaits, 50% ils ne sont pas satisfaits, par exemple. Donc, toujours, il y a des chiffres et des statistiques. Donc ça concernant la définition de la recherche quantitative. Une autre définition, on appelle recherche quantitative toute recherche qui permet de mesurer des opinions ou des comportements. Elle est le plus souvent basée sur un sondage, et on va voir c'est quoi un sondage, effectué sur un échantillon représentatif. La représentativité est très demandée et elle est exigée dans les études quantitatives. Elle est très importante. De la population étudiée. Les résultats chiffrés issus de ce sondage donnent après analyse la mesure du phénomène étudié, par exemple mesurer la notoriété d'une marque. La mesure, toujours lorsqu'on utilise le verbe mesurer, on est dans les études quantitatives. Car les études quali ne mesurent pas. Elles donnent des hypothèses, mais elles ne mesurent pas. Donc toujours, lorsque vous voyez le verbe mesurer, on est toujours dans quantitative. Et dans ce cas, on utilise des sondages, des études ad hoc, des panels, etc.
Les recherches quantitatives sont des études ayant pour vocation de fournir des résultats quantifiés, ça c'est clair, dont la représentativité peut être évaluée avec précision. Donc on veut des résultats chiffrés et quantifiés à la fin. Et l'échantillon qu'on utilise doit obligatoirement être représentatif de la population étudiée. L'échantillon qu'on étudie dans les études quantitatives doit représenter la population étudiée, sinon l'étude elle ne sera pas fiable. Les caractéristiques de la recherche quantitative: le nombre très élevé des personnes interrogées, donc pas comme les études qualitatives, on a un focus group de 14 personnes maximum et des entretiens individuels avec une personne. Donc ici, un nombre très élevé, des fois on interroge des millions de personnes, des milliers, des centaines de milliers, des fois des millions de personnes pour les grandes entreprises qui ont les moyens pour interroger des millions de personnes, des consommateurs généralement. Mode de sélection particulier, échantillonnage. Dans les études quantitatives, on va donner beaucoup d'importance à la sélection des personnes qu'on interroge, pas comme les études qualitatives qui n'exigent pas la représentativité ou bien l'échantillonnage. Lorsqu'on dit mode de sélection particulier, échantillonnage, on doit savoir est-ce que la population est finie ou elle n'est pas finie, est-ce qu'on a le cadre d'échantillonnage, on n'a pas le cadre d'échantillonnage. Le cadre d'échantillonnage, c'est une liste de la totalité des éléments de la population. Et est-ce qu'on utilise l'échantillonnage probabiliste, non probabiliste? Dans chaque catégorie, il y a plusieurs méthodes. Quelle est la meilleure méthode qu'on doit utiliser? Et on doit savoir que le choix de la méthode, d'échantillonnage dépend des caractéristiques de la population. Ce n'est pas l'enquêteur qui va choisir la méthode d'échantillonnage. Donc, vous voyez, cette méthode dite quantitative, elle est un peu différente par rapport à la méthode qualitative dans le choix des personnes qu'on interroge. Ici, il y a toute une étude, il y a des calculs à faire pour choisir les personnes qu'on interroge. Et on va voir ça avec des exemples, peut-être avec des études de cas. Mode d'interprétation des données spécifiques, car ici, on doit utiliser des méthodes statistiques pour analyser les données collectées. Et généralement, on utilise des logiciels pour l'analyse de données parce qu'on interroge un grand nombre de personnes, un nombre élevé, et on ne peut pas calculer on ne peut pas utiliser des méthodes ou la calculer manuellement les résultats. C'est pour ça qu'on utilise des logiciels en fait. Pas comme dans les études qualitatives, on utilise ce qu'on appelle l'analyse de contenu. C'est l'enquêteur qui va lire les réponses des personnes interrogées et va faire une synthèse. Et c'est une autre méthode, elle est statistique. Elle est basée sur la science et on utilise des logiciels. Directives, les recherches quantitatives et sont directives, ça veut dire que l'enquêteur dirige l'enquête. Pas comme les études qualitatives, toujours lorsqu'on cite les caractéristiques de cette recherche, on fait une comparaison avec les recherches quantitatives. Parce que c'est le contraire. Ici, un petit nombre de personnes interrogées, mode de sélection totalement différent, l'interprétation aussi, elle est différente. Les recherches qualitatives ne sont pas des recherches directives, on ne dirige pas. Mais ici, dans les recherches quantitatives, l'enquêteur dirige l'enquête et il essaye le maximum de collecter ou bien d'avoir toutes les réponses sur les questions du questionnaire. Si on a un questionnaire avec 20 questions, l'enquêteur il veut avoir 20 questions. C'est rare, on trouve que les personnes interrogées ne veulent pas répondre à une ou deux questions parmi la totalité des questions du questionnaire. Et ici, il y a une méthode pour traiter ces cas sont appelés les valeurs manquantes dans les questionnaires et dans SPSS. Il y a une méthode pour traiter ces questions sans réponse. Direct,
Ce sont des méthodes directes, pas comme, pas comme les études qualitatives. Des fois, on utilise l'observation, une méthode, ou bien les méthodes projectives, qui sont des méthodes indirectes. Et on pose des questions d'une manière directe et généralement des questions fermées. Elles ne sont pas ouvertes comme les études qualitatives. Donc ça, c'est en grosso modo les caractéristiques de la recherche quantitative. Donc un résumé, un nombre très élevé des personnes interrogées, mode de sélection particulier, l'échantillonnage, où la représentativité est exigée, mode d'interprétation des données, analyse statistique, directive et directe. L'objectif de la recherche quantitative. 1. Tester les hypothèses obtenues par la recherche qualitative. Donc ça, c'est le premier objectif. Car, n'oubliez pas, avant l'étude quantitative, il y a l'étude documentaire et qualitative. Documentaire qui cherche l'information existante et qualitative qui propose des hypothèses qui ne sont pas testées. Et on ne sait pas ce que ces hypothèses sont vraies ou ne sont pas vraies. C'est le rôle de la recherche quantitative de tester les hypothèses obtenues. Ça veut dire quoi le test d'hypothèse? Ça veut dire on va accepter des hypothèses et on va rejeter d'autres hypothèses. Ça, c'est le test. Deuxième objectif de la recherche quantitative, quantifier les résultats. Obtenir des chiffres, des quantités. Répondre à la question combien, comme nous avons dit. Donc, il y a deux objectifs pour la recherche quantitative. Le premier objectif de tester les hypothèses obtenues à la fin de la recherche qualitative. Deux, quantifier les résultats. Classification des recherches quantitatives. Donc, pour les recherches quantitatives, on a les sondages et l'expérimentation. N'oubliez pas le schéma des recherches qualitatives. On a les recherches qualitatives directes et recherches qualitatives indirectes. Pour les recherches qualitatives directes, on a l'observation et les entretiens. Pour les entretiens, on a l'entretien individuel et l'entretien de groupe, le focus group. Et pour les méthodes indirectes, on a les méthodes projectives. Concernant le schéma de la classification des recherches quantitatives, il est plus simple, on a les sondages et l'expérimentation. Et pour les sondages, on va voir quelles sont les méthodes utilisées. On commence par les sondages. La définition. Les sondages sont des méthodes quantitatives, c'est clair, pour la collecte de données. Dans les sondages, on fait appel à des questionnaires structurés et organisés que l'on propose aux personnes sondées dans le but d'obtenir des informations spécifiques. On demande à ces personnes de répondre à des questions au sujet de leur comportement, intention, attitude, connaissance, motivation, etc. Toujours dans les sondages, à la différence d'un recensement où chaque unité d'une population est étudiée, une enquête par sondage s'appuie sur un échantillon représentatif d'une population sélectionnée selon différentes méthodes. Donc, c'est quoi un sondage? Un sondage, c'est une étude sur une petite partie de la population dans le but de généraliser les résultats par la suite. Car si on étudie la totalité des éléments de la population, on n'est pas dans les sondages, on est dans le recensement. Recensement lorsqu'on fait l'étude sur la totalité des éléments de la population. Le sondage lorsqu'on fait l'étude sur un échantillon représentatif. Sondage, il utilise une théorie en mathématiques. C'est la sampling theory ou la théorie d'échantillonnage. N'oubliez pas, la statistique, c'est une science. En fait, c'est une branche des mathématiques. Les statistiques représentent une branche de mathématiques. Toujours, on est dans les maths. Et la théorie d'échantillonnage, sampling theory en anglais, elle fait partie des statistiques. Donc, les sondages utilisent cette méthode, cette théorie d'échantillonnage. Elle vise à étudier une partie de la population dans le but de généraliser les résultats par la suite. Et ça, le cas en marketing. Lorsqu'on étudie, par exemple, les utilisateurs des parfums.
هنشوفوا après un exemple, un questionnaire pour étudier le marché des parfums en Algérie. Donc, on ne peut pas compter la totalité des utilisateurs des parfums. On a le nombre de la totalité de la population, c'est 43 millions selon l'Office national des statistiques. Et parmi ces 43 millions, on n'a pas le nombre exact des utilisateurs de parfums, on n'a pas le cadre d'échantillonnage, et c'est hors de question de chercher à étudier la totalité des utilisateurs des parfums. Donc, dans ce cas, on doit faire un sondage. On doit étudier une partie de la population, les utilisateurs des parfums, et après, on généralise les résultats. Et bien sûr, pour généraliser les résultats, il y a des conditions. La première condition, c'est la représentativité de l'échantillon. L'échantillon doit représenter la population pour pouvoir généraliser les résultats par la suite. Donc, première information à retenir, la différence entre un sondage et un recensement. Le recensement, lorsqu'on fait l'étude sur la totalité des éléments de la population. Le sondage, lorsqu'on utilise la théorie d'échantillonnage. On étudie une petite partie de la population pour généraliser les résultats par la suite. Donc ça, c'est la différence entre recensement et sondage. Pour les sondages, on a une autre information, l'inventeur des sondages, Georges Gallup. C'est l'inventeur des sondages. Vous voyez, à chaque fois, on donne des informations concernant les personnes qui ont inventé la méthode. Par exemple, dans le cours précédent, la recherche qualitative, nous avons dit que l'inventeur des focus group, Ernest Dichter, qui a inventé cette méthode et qui a travaillé chez Mattel, une entreprise américaine qui fabrique des jouets. Et c'est lui qui a fabriqué la première poupée Barbie en 59. Dans les sondages, la même chose, George Gallup, c'est l'inventeur des sondages. Son nom est devenu un synonyme de sondage en américain. Gallup 1901-1984 est un sociologue et statisticien qui a fait les premières enquêtes sur l'échantillon représentatif et il est devenu célèbre en 1936 lors des élections présidentielles aux États-Unis de Franklin Roosevelt. En fait, comment George Gallup est devenu l'inventeur des sondages? C'était en 1936, lors des élections présidentielles de Roosevelt aux États-Unis. Il y a deux personnes qui ont fait des études pour trouver la personne qui va gagner les élections. Il y a en fait, un propriétaire, je pense, d'une revue. Il a interrogé les lecteurs de la revue et il a interrogé un nombre élevé de personnes. Si je ne me trompe pas, 100 000 personnes. Il a trouvé un faux résultat. Il n'a pas trouvé le bon résultat car George Gallup, il a trouvé avant les résultats. Il a trouvé que Roosevelt qui va gagner les élections. Et George Gallup, il a interrogé un nombre moins que le premier, mais il a trouvé le bon résultat. Pourquoi? Parce que George Gallup, il a interrogé un échantillon représentatif. Le premier, il a joué sur la taille de l'échantillon. Il n'a pas trouvé le bon résultat. Le deuxième, George Gallup, il a joué sur un échantillon qui représente la population. Il a joué sur la représentativité, pas sur la taille de l'échantillon. Et il a trouvé le bon résultat. Donc, la représentativité de l'échantillon, si on veut obtenir un résultat très proche de la réalité, on doit donner beaucoup d'importance à la représentativité. Elle est plus importante que la taille de l'échantillon. C'est vrai qu'en statistique, la loi des grands nombres, lorsque la taille de l'échantillon tend vers la taille de la population, ça veut dire n minuscule tend vers n majuscule, on va obtenir un résultat très proche de la réalité. Mais aussi, lorsqu'on interroge un nombre moins élevé et que l'échantillon représente la population, on peut aussi obtenir un résultat proche de la réalité. Et donc, après cette expérience en 1936, le nom de George Gallup est devenu le synonyme des sondages. Et lorsqu'on dit un sondage, c'est l'étude d'un échantillon représentatif. Voilà, donc George Gallup. Et vous, je vous invite à voir plus d'informations concernant cette personne, George Gallup, sur Internet. Les types des sondages. Donc, dans les sondages,
N'oubliez pas, sondage, lorsqu'on interroge un échantillon qui représente la population, on a le questionnaire, les études ad hoc, les omnibus, les panels. On va essayer de donner des exemples et la définition de chaque technique. Et à noter que presque 80% des sondages, ce sont des questionnaires. Car les études ad hoc sont utilisées dans les cas des crises. Les études ad hoc, ce sont en fait des études faites par des experts et sont des études très, très coûteuses, très chères. Ils visent à répondre à une problématique précise. Omnibus, ce sont des questionnaires ou bien des enquêtes menées par plusieurs entreprises qui travaillent dans le même secteur dans le but de partager le coût de l'enquête. Si eux veulent obtenir les mêmes informations, ils peuvent faire la même enquête pour partager le coût. Les panels sont appelés aussi les méthodes répétitives ou les enquêtes répétitives et on va donner plus d'informations dans les prochains diapos. On commence par le questionnaire, la première technique des sondages. Le questionnaire présente une série de questions formalisées destinées à obtenir des informations auprès des répondants. Le questionnaire est un élément de processus de collecte de données, lequel comprend également des instructions pour sélectionner, approcher et interroger les répondants. Donc la chose qui nous intéresse ici, c'est que le questionnaire, c'est une série de questions. En fait, c'est une technique de collecte de données, mais elle est composée de plusieurs questions. C'est une série de questions destinées aux personnes qu'on interroge. Un exemple est ici. Exemple questionnaire sur les parfums. Je vous invite à répondre à ce questionnaire parce que n'oubliez pas notre prochain cours, c'est le questionnaire. Le questionnaire qu'on est en train de voir ici représente une technique de sondage qui font partie des recherches quantitatives. On va réserver parce que nous avons dit que le questionnaire représente environ 80% des sondages. C'est pour ça qu'on a réservé une séance pour les questionnaires. Le questionnaire, en fait, il est très important dans les études quantitatives. Donc, comme une introduction, je vous invite à répondre à ce questionnaire sur Internet. Vous cliquez. Vous cliquez sur le lien. C'est un questionnaire en ligne qui veut étudier en fait les utilisateurs des parfums en Algérie. Donc, je vais vous expliquer parce qu'on va utiliser. Je vous invite à répondre à ce questionnaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, car j'ai environ sur Google Drive, j'ai environ 73 réponses. Drive. Questionnaire de parfum. Voilà, il est là. Donc, les réponses. Vous allez voir, j'ai collecté environ 73 réponses. Vous voyez, 73. Donc, vous êtes environ 100. La moyenne, 25 dans chaque groupe, 4 groupes. 100, c'est vous répondez. On va arriver à un échantillon de 170. Donc, on peut interpréter les résultats. Donc ça, c'est le questionnaire. Je vais vous expliquer l'introduction, l'objectif du questionnaire. Donc nous sommes une marque étrangère de parfums et nous commercialisons nos parfums sur le marché algérien. Nous menons une recherche marketing sur les différentes marques de parfums commercialisées sur le marché algérien. Nous aimerions connaître les marques préférées par les utilisateurs algériens, hein, et ils veulent connaître quelles sont les marques préférées par les utilisateurs algériens et aussi connaître les besoins et les désirs de ces consommateurs, de ces utilisateurs vis-à-vis les parfums. Cela nous aidera à apporter des améliorations à nos produits afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients actuels et potentiels. Le sondage ne devrait prendre que 5 minutes
et vos réponses resteront totalement anonymes. Ils ne vont pas demander le nom, le prénom, etc. C'est anonyme. Après, il vous demande de répondre à quelques questions. Achat de parfum, avez-vous acheté ou reçu un parfum récemment, oui ou non? Quels sont les critères du choix de votre parfum? Comment vous choisissez le parfum? Et vous avez une échelle de Likert ici, très peu important, n'est important, n'est peu important, n'est pas important, pardon, c'est une neutre ici, important, très important. L'odeur de parfum dure longtemps. Le prix du parfum est adorable, la marque de parfum est connue, etc. Donc, vous avez plusieurs questions. Je vous demande de répondre à ce questionnaire et on va voir ensemble les résultats la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, là, concernant le questionnaire. Deuxième technique, ce sont les études ad hoc. Ad hoc, vous pouvez voir sur Google, vous tapez ad hoc, vous allez trouver ad hoc, ça veut dire c'est une abréviation latine qui signifie une étude spécifique. Par exemple, dans les périodes de crise, on dit le président de la République a désigné une commission ad hoc, une commission composée des experts pour résoudre un problème, pour trouver une solution dans une période de crise. Ça concernant l'abréviation latine ad hoc. En marketing, étude ad hoc, c'est une étude réalisée spécifiquement sur commande pour répondre à un besoin précis. Ça, c'est en fait la pierre angulaire des études ad hoc d'une entreprise. Il est à noter que ces études ad hoc sont faites par des experts, généralement des experts en dehors de l'entreprise, à l'extérieur, qu'on doit payer. C'est pour ça que les études ad hoc sont des études très chères, parce qu'elles sont faites par des experts. Et pour répondre à une problématique précise. Pas comme les études qu'on fait dans l'entreprise d'une manière générale, on collecte des informations concernant le prix, concernant la satisfaction, concernant la distribution, etc. Pour les études ad hoc, c'est pour répondre à une problématique précise. On a un problème au niveau de l'activité marketing et on demande l'aide d'un expert pour trouver une solution ou là pour résoudre ce problème. Donc ça, c'est pour les études ad hoc. Les études omnibus. Omnibus, on dit par exemple, des fois on utilise le mot une salle omnisport. Une salle où on trouve plusieurs disciplines de sport. C'est pour ça, dans les études marketing, lorsqu'on dit omnibus, c'est une enquête faite par plusieurs entreprises. Une étude omnibus est une étude menée pour le compte de plusieurs entreprises dans le but d'en diminuer les frais. En fait, ça, c'est l'objectif de l'enquête Omnibus. Omnibus, c'est une étude faite par plusieurs entreprises, généralement qui travaillent dans le même secteur. Le but de partager le coût. Par exemple, en Algérie, les entreprises qui travaillent dans la fabrication dans l'agroalimentaire, ils peuvent faire, s'ils veulent avoir des informations concernant les consommateurs de ces aliments, de cette matière, ils peuvent faire une étude en commun. L'ensemble des entreprises, par exemple, SIM, Sosimi, Ammar, Ben Ammar, ils peuvent faire une enquête omnibus, c'est-à-dire ils font sur le même questionnaire, ils posent des questions de chaque entreprise et concernant le coût, ils partagent le coût de cette enquête. Ils vont obtenir des informations qui sont nécessaires pour l'ensemble des entreprises. Voilà, au grosso modo, c'est quoi une étude omnibus? C'est une étude faite par plusieurs entreprises, pas uniquement une seule. L'objectif, c'est de partager le coût. Et troisièmement, chaque entreprise pose des questions dans le questionnaire. Les panels. C'est quoi un panel en marketing? En marketing, un panel, c'est un échantillon permanent. Et je vais vous expliquer ça veut dire quoi un échantillon permanent de la population interrogée régulièrement, périodiquement, dans le cadre d'une enquête, d'un sondage ou d'une étude de marché.
Un panel, c'est un échantillon permanent. Un échantillon, c'est l'ensemble, une petite partie de la population, les personnes qu'on va interroger. Permanent, ça veut dire on va interroger les mêmes personnes. Attention, les mêmes personnes. On va les interroger sur le même sujet dans des périodes différentes. C'est ça, hein, c'est pour ça on est interrogé régulièrement. Par exemple, chaque 3 mois, chaque semestre, chaque année peut-être, chaque mois, périodiquement, régulièrement, on interroge le même échantillon sur le même sujet dans des périodes différentes. L'objectif de suivre l'évolution. Parce que les besoins évoluent, le comportement de l'acheteur, de consommateur évolue. Et c'est pour ça qu'on utilise des panels pour, euh, pour connaître cette évolution, pour étudier cette évolution. C'est pour ça donc on dit un panel, n'oubliez pas. Aussi, ces panels sont appelés les études répétitives parce qu'on va répéter plusieurs fois la même enquête. Donc, c'est un échantillon permanent de population interrogée régulièrement. Donc, n'oubliez pas, les panels, c'est simple, c'est le même échantillon. On va interroger cet échantillon sur le même échantillon, le même sujet dans des périodes différentes. Un exemple, par exemple, j'ai demandé aux étudiants de télécharger un document qui représente une présentation d'une entreprise spécialisée dans les recherches marketing. Sur ce document, il parle des panels MMR, MMR Media and Market Research. Cette entreprise, ils disent, MMR a mis en place un panel. Un panel, n'oubliez pas, c'est un échantillon permanent, à la disposition de ses clients. Le panel de MMR est composé de combien de ménages? L'unité de mesure ici, ce n'est pas un client, mais ménage, donc une famille. 1200 ménages sélectionnés dans cette wilaya, Tlemcen, Oran, Alger, Bjaya, Sétif, Constantine, Ishlef, à partir du mois de mai 2015, représentatifs des ménages urbains algériens. Ils disent aussi, il sera possible d'interroger cet échantillon ou une fraction d'un même échantillon selon l'exigence de la cible, de manière régulière ou occasionnelle, à moindre frais. Donc, vous voyez ici le panel de cette entreprise de MMR est composé de 1200 ménages. Nous avons dit que la représentativité est exigée. Donc, MMR ici, elle dit à ses clients que l'échantillon est représentatif. Mais vous voyez, à mon avis, l'échantillon ne représente pas à 100% la population. Vous voyez, il n'y a aucune wilaya de sud de pays. Tlemcen, c'est l'ouest, Oran l'ouest, Alger, Béjaïa le centre, Steve Constantine, c'est l'est du pays, Chlef le centre. Il n'y a aucune wilaya de sud de pays. Ils doivent au moins rajouter Ouergla pour représenter les ménages de sud du pays, par exemple, pour dire que l'échantillon représente la population. En fait, eux, c'est pour diminuer les coûts et les frais des enquêtes et ils essayent d'un peu de diminuer le nombre des wilayas. Voilà, ça c'est un exemple concernant les panels. Concernant le mode d'administration des enquêtes, on a plusieurs méthodes. Avec enquêteur, par exemple, et auto-administré, qui ne nécessite pas la présence de l'enquêteur. Avec enquêteur, on a en face à face. C'est la meilleure méthode d'administrer une enquête. Car en face à face, on peut expliquer à la personne interrogée les questions, on peut l'aider à comprendre les questions, etc. Par téléphone aussi, par téléphone, mais avec enquêteur. Auto-administré par Internet, comme le questionnaire que j'ai présenté, de questionnaire sur Google Forms, Google Drive, pour les parfums. C'est auto-administré. Donc, je partage le lien sur les réseaux sociaux ou bien par mail et les personnes interrogées peuvent répondre. Donc, c'est par Internet, le questionnaire ou bien l'enquête, elle est auto-administrée. Par voie postale aussi, on peut envoyer par poste des questionnaires à des cibles, à des clients, en fait, à des personnes qu'on veut interroger. Donc, il y a plusieurs manières d'administrer
une enquête, mais n'oubliez pas, la meilleure méthode, elle est un peu chère, car il y a des frais de déplacement des enquêteurs, etc., pour interroger les personnes, mais la méthode face à face reste la meilleure méthode d'administrer un questionnaire. Et n'oubliez pas, lorsqu'on a expliqué des informations concernant le déroulement d'une recherche marketing au début de notre module, nous avons cité une citation anglaise, garbage in, garbage out. N'oubliez pas cette citation car vraiment les sorties d'une enquête, d'une recherche marketing dépend de la qualité des données qu'on collecte. Et c'est pour ça la méthode face à face, elle nous donne la possibilité de collecter des données de bonne qualité, car on est en face à face avec la personne qu'on interroge. Voilà. Ça, c'est concernant les sondages. La deuxième technique dans les techniques quantitatives, c'est l'expérimentation. C'est quoi l'expérimentation? L'expérimentation consiste à trouver une relation entre deux variables ou de trouver une dépendance entre deux phénomènes en marketing. Par exemple, la relation entre les dépenses publicitaires et le volume de vente. Ici, dans l'expérimentation, on ne va pas interroger des gens. Donc, on va utiliser l'historique des phénomènes. Par exemple, dans l'exemple qu'on va voir, la relation entre les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires. On va essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment une relation entre les deux variables ou pas. On va voir cet exemple, l'exemple Telmobile. L'entreprise Telmobile produit et distribue une gamme de téléphones portables renouvelés en permanence pour intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un effort publicitaire important est fait. Le dirigeant se demande quel est le lien entre les dépenses publicitaires consenties et le niveau du chiffre d'affaires réalisé. L'an prochain, l'entreprise doit lancer un nouveau modèle sur lequel elle compte beaucoup. Le service de comptabilité fournit les statistiques suivantes. Vous avez l'évolution des dépenses publicitaires en milliers de dinars et le chiffre d'affaires en milliers de dinars de 2009 jusqu'à 2013. Donc, vous avez les dépenses publicitaires pour 5 ans et le chiffre d'affaires de 5 ans. Les questions, mesurer le lien de dépendance entre le niveau de vente et les dépenses publicitaires. Ici, on peut utiliser la méthode de moindre carré ou bien le coefficient R de corrélation pour trouver la relation entre les deux variables. Par exemple, ici, on peut voir que l'augmentation des dépenses publicitaires implique une augmentation de chiffre d'affaires. Et cela est connu en marketing. Lorsqu'on dépense plus sur la publicité, on va obtenir un chiffre d'affaires plus élevé. Et après, on peut utiliser cette information pour prévoir les ventes de l'année prochaine. La question 2, quel sera le chiffre d'affaires si les dépenses publicitaires s'élèvent à 9 millions de dinars? Donc, en fonction de l'historique des dépenses publicitaires et du chiffre d'affaires, on peut prévoir à moyen terme, 2 à 3 ans à venir, le chiffre d'affaires en fonction des dépenses publicitaires. Donc, ça, c'est l'expérimentation. Donc, elle vise principalement à trouver la relation entre deux variables en marketing. Les avantages et les inconvénients de la recherche quantitative. Bon, on va commencer par les avantages. Donc, l'étude reposant sur un nombre important de contacts, un nombre élevé des personnes interrogées, donc diminuant en théorie les risques de réponse faussant l'étude. Ici, lorsqu'on joue sur la taille de l'échantillon, c'est vrai, lorsqu'on interroge un nombre élevé, peut-être qu'on va pas avoir beaucoup de réponses qui ne sont pas correctes, en fait, qui ne sont pas sincères. 2. Étude demandant en principe un temps très limité par personne interrogée. Un questionnaire, comme le questionnaire de parfum, nous avons lu à l'introduction, le temps est environ 5 minutes pour répondre au questionnaire. Mais lorsqu'on fait un entretien individuel, c'est 1 heure
Lorsqu'on fait par exemple un entretien de groupe, c'est entre 1 heure et 3 heures. Lorsqu'on fait même les méthodes projectives, on dépasse les 30 minutes. C'est pour ça, par personne interrogée, faites attention, pas pour la totalité de l'étude, par personne interrogée, un temps très limité par personne interrogée, jusqu'à 20 minutes le questionnaire par exemple. Troisième avantage, possibilité importante d'automatisation et de traitement des informations obtenues. On utilise des logiciels pour le stockage des données, pour le traitement et l'analyse. Bonne adaptation à des contextes tels qu'une étude de notoriété. Nous aide beaucoup dans les études de notoriété et dans les études de satisfaction. Concernant les inconvénients, risque de privilégier le nombre de questionnaires au détriment de la fiabilité de l'information recueillie. Il y a un risque de donner beaucoup d'importance à la taille de l'échantillon au détriment de la qualité des données qu'on collecte. Mais l'enquêteur ici il doit être formé et conscient de l'importance de la qualité des données collectées. Donc, il faut faire un équilibre entre la taille de l'échantillon et la qualité des données obtenues et la représentativité de l'échantillon. Deuxième inconvénient, un risque plus important de triche au niveau des enquêteurs. On ne peut pas contrôler les enquêteurs. Nous, on va dépenser de l'argent, on va recruter des personnes, on va les former et après, on va les envoyer dans des différentes régions pour enquêter des personnes, mais on ne peut pas les contrôler, donc il y a un risque important de triche de la part de ces enquêteurs. Ils peuvent remplir eux-mêmes les questionnaires, c'est ça le triche. Et cela va biaiser les résultats à la fin de l'enquête. Troisième inconvénient, les questions importantes ne sont pas approfondies. On est au courant quand dans les études quantitatives, on pose des questions fermées et c'est pour ça on ne va pas obtenir des informations, un maximum d'informations car on n'est pas dans les études qualitatives, on est dans les études quantitatives. Quatrième inconvénient, les recherches quantitatives sont des recherches très coûteuses et c'est normal en tout cas, lorsqu'on veut obtenir des résultats pour résoudre notre problème marketing, on doit dépenser de l'argent. Ici, c'est juste pour, euh, pour dire que les études quantitatives sont plus coûteuses que les études qualitatives. Voilà, c'est en grosso modo, c'est des informations concernant le cours de la recherche quantitative. Les questions, c'est pour après la vidéo, je vais vous donner la possibilité de poser vos questions sur le groupe Facebook et je vais répondre dans cette période, car le cours est fait pour aujourd'hui, dimanche 12 avril. Le cours il sera diffusé en ligne sur le groupe entre 15 heures et 18 heures sur demande des étudiants. Le cours recherche qualitative, on a deux autres cours, le questionnaire et l'échantillonnage. En fait, ces deux cours, ils font partie de la recherche quantitative. Donc aujourd'hui, on a présenté d'une manière générale les recherches quantitatives, mais parce que le questionnaire il représente presque 80% des recherches quantitatives, on va réserver une séance pour le questionnaire, une autre séance pour l'échantillonnage, car l'échantillonnage, c'est la méthode qui va permettre à l'enquêteur de choisir des éléments qui représentent la population. On parle ici de la représentativité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Bon courage.